Carnet d'alerte, saison 2. Juliette Duquesne. La sobriété, la solution indispensable, souvent occultée. Bonjour, je suis Juliette Duquesne, journaliste spécialisée dans les thématiques environnementales et économiques. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 du podcast Carnet d'alerte qui vous informe rigoureusement sur des problématiques vitales pour l'avenir de l'humanité et qui met en lumière les initiatives pertinentes de la société civile. Lors des débats publics, la sobriété est souvent oubliée, voire occultée ou dénigrée. Et ce, peu importe la problématique environnementale dont il est question. La sobriété, une condition sine qua non. Prenons pour commencer le débat énergétique. Nous ne cessons de nous perdre dans le mix énergétique. Quelle part de nucléaire, d'énergie renouvelable, d'énergie fossile ? Le fait de tout simplement baisser notre consommation d'énergie n'est parfois même pas envisagé. Dans les diverses études prospectives, l'augmentation de la consommation d'énergie est même souvent prévue et anticipée. Le seul moment où récemment la sobriété a été franchement évoquée, c'est quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine, dans le but d'être moins dépendant des hydrocarbures venant de Russie. De manière générale, nous savons qu'aucune solution ne sera miraculeuse. Nous l'avons analysé lors du 2e épisode de la première saison. Produire la même quantité d'énergie avec des éoliennes ou des panneaux solaires ne ferait que déplacer le problème. De la pénurie de pétrole et des émissions de CO2 aux difficultés d'extraire des métaux de plus en plus rares, sans oublier les pollutions liées à cette extraction. Le scénario de l'association Négawatt, respectueux de notre Terre, prévoit de réduire notre consommation d'énergie de 26% d'ici 2050 grâce à nos seuls changements de comportement. Continuons avec l'exemple de l'eau. Très utilisées par les organismes internationaux, les notions de stress hydrique ou de pénurie d'eau définissent les différents degrés de manque d'eau. Elles sont établies par rapport à la consommation de l'agriculture intensive des pays développés. Ce manque ou cet épuisement des ressources est souvent dû à une trop forte consommation et non à des ressources insuffisantes. Si les prévisions des organismes internationaux présupposent que l'ensemble de la population mondiale mange de la viande quotidiennement, un déficit hydrique ne peut être que redouté. À l'échelle de la planète, les prélèvements d'eau ont été multipliés par plus de 7 au cours du XXe siècle. Comme nous l'avons vu lors du 3e épisode de la première saison, afin de préserver la ressource en eau, il est surtout nécessaire de réduire notre consommation de viande issue d'élevage industriel, nourrie de céréales, souvent irriguées l'été. Et comme 85% de l'eau est consommée par l'agriculture, notamment industrielle, il est surtout nécessaire de changer notre modèle agricole et de mettre en place l'agroécologie qui permet de cultiver avec beaucoup moins d'eau. Je pourrais répéter ces exemples de frugalité à l'envi dans tous les domaines. L'économie circulaire est indispensable, mais pas suffisante. Le recyclage a ses limites, le plastique ne peut pas être recyclé à l'infini, certains produits sont trop petits pour être recyclés. Afin de n'émettre pas plus de CO2 que les forêts ou l'océan ne peuvent en absorber, de ne plus polluer les sols et l'eau, de réduire les déchets ou l'extraction des métaux, nous devrons réduire notre consommation, apprendre à être sobre. La voiture électrique est une solution pour se déplacer, mais elle n'est pas la solution à tous les maux. Un avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, indique que le véhicule électrique en fonctionnement consomme moins d'énergie qu'un véhicule classique. Cependant, sur l'ensemble de son cycle de vie, la consommation énergétique d'un véhicule électrique est quasi similaire à celle d'un véhicule diesel, car il faut plus d'énergie pour la fabrication de la batterie ainsi que pour la recharger. Les coûts environnementaux du véhicule électrique se concentrent en grande partie sur la phase de fabrication, alors que ceux d'une voiture diesel ou essence sont liés à son utilisation. Philippe Biwix est ingénieur et il est spécialiste de ce sujet.
Il insiste sur le fait que le résultat de la comparaison dépend de nombreux facteurs. Quel type de voiture électrique? Quelle autonomie en batterie? Plus il y aura de batterie pour faire des kilomètres, plus les émissions de CO2 au départ seront importantes. Le résultat dépend également du nombre de kilomètres effectués par la voiture. Une voiture électrique dotée d'une grande autonomie mais très peu utilisée sera plus polluante. Une voiture électrique dotée d'une petite autonomie et très utilisée sera moins polluante. Les voitures électriques pourraient être écologiquement intéressantes à condition de privilégier les petits véhicules légers. Ces voitures peuvent être moins autonomes, mais aussi moins gourmandes en matériaux très demandés, tels que le lithium ou le cobalt nécessaires aux batteries. Il n'y aura donc pas non plus de solution miracle concernant la mobilité. Et si par hasard, nous voudrions remplacer nos déplacements multiples par le numérique pour nos échanges, nous savons également, grâce au 7e épisode de la première saison, que le numérique émet du CO2 et consomme de nombreux métaux. Bref, nous avons beau prendre le sujet dans tous les sens, nous constatons bien qu'aucune technologie ne nous permettra de consommer à l'infini dans un monde fini. Rappelons tout de même que nous consommons 3 fois plus qu'il y a 60 ans. Pourquoi notre société a-t-elle tant de difficultés à accepter de moins consommer ? Premier point essentiel, consommer toujours plus est à la base de notre société depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La sphère de la marchandisation ne cesse de s'étendre. Aujourd'hui, les plus puissants n'ont aucun intérêt financier à encourager ou organiser la frugalité, bien au contraire. Paul Ariès est politologue et pionnier du mouvement de la décroissance en France. Il compare le capitalisme à une bicyclette. Lorsqu'on fait du vélo, si on arrête de pédaler, on tombe. Le capitalisme, s'il arrête de produire toujours plus, engendre le développement du chômage, de la misère et autres calamités. Nous pensons que la fuite en avant technologique nous permettra de contourner les problématiques environnementales. En vain. Selon plusieurs spécialistes de la croissance que j'ai interrogés sur ce sujet, le fait de ne pas accepter la finitude de la planète serait également une façon de ne pas accepter notre propre finitude, la mort. Nos sociétés occidentales, très rationalisées, évacuent très souvent la vieillesse et la mort. Pierre Rabhi, agroécologiste et philosophe, avec qui j'ai écrit un ouvrage sur ce sujet, Vivre mieux sans croissance, rappelait très justement que notre modernité est un cas très particulier, sans précédent dans l'histoire. Elle repose essentiellement sur l'industrialisation et sur l'extraction toujours plus importante des ressources. Il rappelait que l'être humain s'est divinisé lui-même. Il est entré dans le mythe de Prométhée. Il pense faire des miracles qui changeront complètement son histoire. L'homme triomphant, l'homme qui n'a plus besoin de Dieu, sans nul autre déterminant que lui-même. Au lieu de nous libérer des mythes de toute nature, cela nous a enlisés dans une illusion. Nous sommes prisonniers d'un système, une panne d'électricité, et c'est une ville tout entière qui est paralysée. Je ne peux plus laver mon linge, m'éclairer, conserver mes aliments, les faire cuire. Pierre Rabhi aimait les concepts de sobriété heureuse et de puissance de la modération. Vivre sobrement n'impliquera pas de se priver de tout confort. Chacun pourra imaginer son propre mode de vie, certainement moins mobile et peut-être plus convivial. Afin que cette sobriété soit acceptée et acceptable, les inégalités doivent bien sûr diminuer. Et cette décroissance ne concernera en aucun cas les plus pauvres de la planète. Aujourd'hui, 86% des dépenses de consommation mondiale sont réalisées par les 20% les plus riches. Le problème est qu'à force d'occulter dans les débats publics la question de la sobriété, nous ne parviendrons pas à la penser correctement. C'est en parlant qu'elle deviendra davantage concrète, adaptée et choisie. À bientôt pour un autre carnet d'alerte. Carnet d'alerte, une production Wave Audio.